Bienvenue dans le débat. Benyamin Netanyahou a dit avoir ordonné à son cabinet d'engager des négociations directes avec le Liban. Réponse du Liban, il faudrait un cessez-le-feu au préalable des négociations avec Israël. Ça serait historique entre les deux pays, et cela alors que le cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran apparaît bien fragile au lendemain de frappes israéliennes massives contre le Hezbollah au Liban qui ont fait plus de 300 morts. Cet après-midi, l'armée israélienne avait une nouvelle fois appelé les habitants de plusieurs quartiers du sud de Beyrouth à évacuer, avertissant de nouvelles frappes contre le Hezbollah. Benyamin Netanyahou a d'ailleurs réitéré sa détermination à frapper le Hezbollah partout où il faudra, a-t-il dit. Et le Hezbollah qui a riposté en lançant des frappes contre Israël. Côté diplomatique, les États-Unis et Israël ont affirmé que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu. L'Iran a prévenu au contraire que le Liban constituait une partie inséparable de l'accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient, ajoutant que toute violation de la trêve provoquerait une réponse ferme de sa part. Trump a ajouté que les forces américaines allaient rester déployées dans la région, et cela jusqu'à ce que l'accord soit pleinement mis en application, et qu'il reprendrait les combats dans le cas contraire. La France, le Royaume-Uni, l'Italie demandent à Israël de cesser ses frappes au Liban. L'accord entre l'Union européenne et Israël pourrait peut-être être rediscuté face aux frappes, je cite, disproportionnées d'Israël. Dans ce contexte, J.D. Vance va mener la délégation américaine composée de Steve Witkoff et Jared Kushner pour ses négociations avec les Iraniens au Pakistan ce week-end. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Alors où en est-on et où en est ce cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran? Les frappes israéliennes au Liban vont-elles le faire voler en éclats, oui ou non? Et que se passe-t-il dans le détroit d'Ormuz? Une désescalade est-elle possible? Trêve au Moyen-Orient, qui peut agir? Eh bien, on va poser toutes ces questions à nos invités. Julie Dungueloff est avec nous ce soir. Bonsoir Julie. Bonsoir. Grand reporter à France 24, vous étiez au Liban il y a à peine une semaine. Vous y êtes resté assez longtemps d'ailleurs, comme ça vous pourrez nous raconter. En face de vous, Benjamin Barthes, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chef adjoint du service international du Monde, ancien correspondant au Proche-Orient, co-auteur avec Gilles Paris et Piotr Smolar d'un excellent livre, La guerre sans fin, Israël-Palestine. C'est vrai, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Bienvenue à vous en tout cas. Bertrand Besancenot, bonsoir. Diplomate, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite. Et puis Philippe Chalmin est avec nous ce soir, l'économiste de ce plateau. Bonsoir, professeur à l'Université Paris-Dauphine et président de Cyclope, ce fameux rapport donc, qui paraît tous les ans sur les matières premières mondiales. On va d'abord tenter de faire une photographie de ce Moyen-Orient. On va d'abord démarrer avec ce Liban. Le Liban en situation de deuil national ce matin au lendemain des frappes israéliennes qui ont fait, ça a été revu à la hausse, plus de 300 morts. Des frappes qui étaient simultanées à la fois à Beyrouth, mais aussi dans le sud Liban et dans la plaine de la Bekaa. Julie, je sais que vous avez appelé vos contacts sur place. La situation est catastrophique. Les Libanais extrêmement déprimés. C'est ce que nous disait aussi Rima Abdul-Malak, l'ancienne ministre de la Culture, qui est aujourd'hui patronne de L'Orient le Jour à Beyrouth. Oui, tout à fait. Hier soir, j'ai passé énormément de temps avec différentes personnes, que ce soit des médecins, des journalistes, des secouristes, voilà, énormément de personnes avec qui j'ai pu être en contact lors de cette dernière mission au Liban. Et tous me disent la même chose. Ils sont en état de choc après ces frappes, ces nombreux bombardements sans avertissement dans des endroits très densément peuplés, notamment de la capitale Beyrouth. J'ai pu m'entretenir avec une avocate notamment qui me disait que jusqu'à présent elle était persuadée que dans son quartier il ne pouvait rien lui arriver. Or elle a senti des frappes à 100 mètres, à 200 mètres, à 50 mètres, les vitres de son appartement soufflées. J'ai pu m'entretenir aussi avec des responsables d'hôpitaux à Beyrouth, mais aussi dans le sud du pays, que ce soit dans la ville de Tyr où je me suis rendue, ou encore à Nabatieh, qui me parlait d'afflux massifs de blessés, beaucoup d'enfants notamment, de personnes très grièvement brûlées. Donc c'est vraiment un pays sous le choc après cette campagne très intense de bombardements israéliens qui a eu lieu hier. Benjamin Barthes, on se demande toujours quels sont les objectifs finalement de Benyamin Netanyahou. Il dit qu'il veut détruire le Hezbollah. Le président libanais a tout de suite parlé d'un massacre. Est-ce qu'il veut faire effectivement, par exemple, du Liban Sud un nouveau Gaza? On l'a entendu. Mais écoutez, je crois que ce qui est important et intéressant de relever, c'est le mode opératoire. Ce à quoi on a assisté hier, c'est la version aérienne
de l'attaque des beepers de septembre 2025, l'année dernière. On se rappelle ces pagers piégés qui étaient dans les mains d'opérateurs, d'agents du Hezbollah et qui ont, de manière quasi simultanée, explosé tous en même temps, faisant des victimes dans les rangs du Hezbollah et puis également des victimes parmi les gens, leurs proches, leurs amis qui étaient autour d'eux. Alors là, on a le même mode opératoire parce que c'est simultané, il y a cette espèce de chorégraphie macabre qui frappe les esprits. Il y a un effet de sidération. Sans frappe en 10 minutes. Voilà. Dans 3 localités sans différentes. frappe en 10 minutes, effectivement. Il y a un effet de sidération, mais c'est à une échelle beaucoup plus importante que les pagers. Les pagers, ça avait été une quarantaine de morts. Là, on parle désormais de 300 morts. Et alors, on n'a pas de décompte très précis encore, mais le journal L'Orient le Jour a commencé à recenser l'identité des victimes. Un très grand nombre de femmes, un très grand nombre d'enfants. Par exemple, alors il y a des portraits dans L'Orient le Jour de ces victimes. Ola Attar, une veuve de 28 ans, qui était veuve d'un homme qui était mort dans l'explosion du port de Beyrouth à l'été 2020. Elle était la présidente d'une association de victimes. Il y a des familles où il y a 7 morts dans la même famille. La famille Nasreddine, par exemple, dans la vallée de la Bekaa. Désormais, au Liban, on parle de massacre du 8 avril. C'est véritablement un choc national, un traumatisme national. Et il y a quelque chose d'importance, comme on dit les gens, pour compléter, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pensant qu'un cessez-le-feu avait lieu, étaient retournées notamment dans le sud du pays, qui, je vous le rappelle, a été décrétée comme zone d'évacuation par l'armée israélienne. Donc c'est une zone qui est vraiment très, très vidée de sa population. Et donc il y a énormément de personnes qui avaient décidé de rentrer pour aller voir dans quel état était leur maison ou pour tout simplement retrouver un abri, parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a énormément de gens qui aujourd'hui sont sans abri, 1 million de déplacés à l'intérieur du pays, et qui se sont fait surprendre par ces frappes massives. C'est ce que témoigne notamment la directrice d'un hôpital à Tyr avec laquelle j'étais en contact, qui a fait que plusieurs familles ont été intégralement décimées par ces frappes. Bertrand Besancenot, justement, puisque vous êtes le diplomate de ce plateau, d'où la surprise de cette annonce de Benyamin Netanyahou, qui a d'abord dit qu'il continuerait à frapper le Hezbollah partout où il faudra, ce sont ses termes, et qui a donc annoncé il y a à peu près 2 heures que son cabinet allait engager des négociations directes avec le Liban. Les Libanais, le gouvernement libanais qui demande ces négociations avec Israël déjà depuis plusieurs mois. Est-ce que le moment est choisi en particulier? Est-ce qu'il y a un calcul dans ce moment? Alors, on est obligé forcément de spéculer un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, le gouvernement libanais le demande depuis des mois. Les Israéliens, jusqu'à présent, refusaient de l'entendre et trouvaient différents prétextes pour le faire. Et donc, la seule explication, moi, que je trouve, c'est qu'effectivement, il y a dû y avoir une intervention du président Trump. Parce que le président Trump se rend compte... Il y a eu un coup de fil entre Netanyahou et Trump. Je suis persuadé. Parce qu'en réalité, si vous voulez, le président Trump se rend compte que finalement, aujourd'hui, on est dans une situation paradoxale où c'est l'Iran qui apparaît comme le protecteur du Liban. C'est quand même un peu surprenant, mais c'est la réalité. Oui, puisqu'il demande à ce que le Liban soit inclus dans ces négociations. Et après tout, c'est le médiateur qui est quand même le mieux placé pour le dire, puisque c'était lui qui était là pour le début des négociations. Eh bien, il a été très clair sur le fait que le Liban était inclus. Donc, effectivement, on peut imaginer que M. Netanyahou a fait un caprice, comme il a l'habitude de faire, auprès du président Trump pour essayer effectivement de faire en sorte que le Liban ne soit pas compris. Et puis le président Trump se rend compte que la situation est bloquée, c'est-à-dire que son plan de paix risque de tomber à l'eau. Voilà. Un mot justement sur le détroit d'Ormuz, puisque c'est l'une des conditions iraniennes dans ces négociations qui vont démarrer au Pakistan dans 2 jours avec J.D. Vance et puis le président du Parlement iranien. Philippe Chalmin, justement, ce détroit d'Ormuz, on en parle beaucoup. Il est à l'origine de ce blocage économique mondial. Aujourd'hui, le patron du FMI dit que la guerre en Iran pourrait plonger 45 millions de personnes en insécurité alimentaire. Donc on ne parle même plus de pétrole, là. Le pétrole qui est à peu près à $95 le baril maintenant. Absolument, depuis ce matin. Enfin, insécurité alimentaire de 45 millions de personnes. Là, il faut quand même pas exagérer. Il est exact qu'en plus du pétrole et du gaz, il y a des engrais, de l'ammoniac, de l'urée, du soufre qui passent par Ormuz. Le principal pays concerné aujourd'hui, c'est l'Inde. Et l'Inde a désespérément besoin de ces engrais azotés, en particulier pour les récoltes à venir. Donc,
l'insécurité alimentaire, ne l'exagérons pas, ça me paraît être un peu excessif. Ce qui est réel, c'est que par contre, depuis maintenant presque 48 heures que le détroit est officiellement ouvert, il y a très peu, il y a quelques tankers qui Combien sont de passés. bateaux? 3 bateaux? Il y a quelques tankers qui sont passés. Aucun porte-conteneur n'a pris le risque. Aucun méthanier n'a pris le risque. Et par ailleurs, on a finalement ce paradoxe que Trump se réjouit et annonce Urbi et Orbi, ça y est, grâce à moi, le détroit est réouvert. En réalité, il était ouvert avant qu'il ne frappe, donc il n'a rien gagné. Et en plus, il a donné aux Iraniens une idée, qui était aussi d'ailleurs une idée de Trump à l'époque, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer ? Et donc, cette idée de mettre un péage, et on a même annoncé, alors ça devrait plaire à Trump, parce que l'idée c'est $1 le baril de pétrole. Donc, pour un gros bateau, les VLCC qui font 2 millions de barils, ça fait quand même $2 millions, payable en crypto. Alors, je pense que ça réjouira la famille Trump, qui, comme vous le savez, est très investie dans le monde des crypto-monnaies. Et ça, c'est contraire, pardonnez-moi, c'est tout à fait. contraire au principe de liberté des mers. Non, mais surtout de la le traité de circulation, Montego. dans les détroits qui doit être libre, c'est la convention de Montego Bay. Donc, si ça serait donc une violation du droit international, alors ils ont peut-être en tête de faire un peu comme la convention, si vous voulez, sur les détroits turcs, où effectivement les riverains ont leur mot à dire, comme on l'a vu d'ailleurs dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais l'idée de péage, elle est... Si je permets, il y a un précédent historique. Jusqu'en 1857, il y avait un péage pour les navires qui passaient le détroit du Sund entre la Baltique et la mer du Nord. Et c'était d'ailleurs la principale source de revenus du royaume du Danemark à l'époque. Et ce péage a été aboli en 1857. Donc, vous voyez, on n'invente rien, ça fait très très longtemps quand même. C'était avant la convention de Montego Bay. C'était avant 1982, c'est ça, non? Montego Bay, je ne sais plus. Je crois que c'est 82, oui. Donc, mais juste un mot en fait sur ce détroit d'Ormuz. Là, Donald Trump a tout de même dit qu'il y avait de l'argent à se faire et que pourquoi pas se partager, donc vraiment après le conflit, se partager le péage avec les Iraniens. Donc, avec les Iraniens, Oman peut-être, mais il paraît qu'il aurait dit it's a big business, you know. Donc, non, mais les Omanais ont refusé. Les Omanais l'ont dit très clairement. Donc effectivement, c'est plutôt la façon de voir du président Trump, c'est-à-dire à part son ego, il y a quand même l'argent. Voilà. Il y a éventuellement et donc effectivement, il a pensé que c'était peut-être une bonne source de revenus. Pour lui. En tout cas, ça fait partie de ces négociations, ce fameux détroit d'Ormuz, et ça fait partie justement des revendications de l'Iran de mettre en place un péage, donc à long terme, ce qui vraiment, on pourra dire que ce sera un bouleversement majeur tout de même de cette région du monde, si effectivement ils finissent par le faire. Et ça montre aussi la faiblesse de Donald Trump dans tout ça, parce qu'il y avait des objectifs de guerre qui étaient affichés par le président américain, qui étaient d'anéantir le programme balistique qui était censé avoir été anéanti dans la guerre Iran-Israël de juin dernier, d'anéantir le programme nucléaire, de changer la tête du régime iranien. Et on voit aujourd'hui qu'il cherche une porte de sortie et qu'en réalité, même là, sur le détroit d'Ormuz, comme vous le disiez, il s'est félicité de l'avoir ouvert alors qu'il était ouvert avant cette guerre. En réalité, c'est pas lui qui a les clés en main aujourd'hui. Benjamin Barthes, c'est une sorte d'échec de la part effectivement du président américain de ne pas avoir d'objectif clair, de trouver une raison à ce que ce détroit d'Ormuz soit payant en essayant d'y participer d'une manière ou d'une autre. Enfin, il revendique, dans une de ses déclarations, on l'a vu, il revendique, il assume une forme d'ambiguïté en estimant que cette ambiguïté pourrait être constructive et pourrait au moins permettre à amener les deux parties autour d'une même table de négociation, d'engager des négociations, ce qui serait déjà un pas énorme par rapport à ce qu'on a vu et observé depuis plus d'un mois. Alors, il y a encore deux dossiers, il y a ces deux dossiers du Liban et de Hormuz qui peuvent encore, à 24 heures de l'ouverture potentielle des négociations, qui peuvent encore faire dérailler ces discussions prévues à Islamabad. Et puis après,
lorsque les négociations, si elles se tiennent, s'engageront véritablement, là, il y a un nombre de points de contentieux possibles entre les deux parties qui oblige à un pessimisme assez solide sur la possibilité d'un accord. Pour l'instant, on en est encore très loin. Vous êtes pessimiste, donc. Sur Hormuz, il me semble qu'ils pourraient se mettre d'accord avec un cynisme total de la part des États-Unis. Le principal problème, me semble-t-il, c'est quand même le Liban. Parce que c'est le Liban qui est devenu le sujet principal. Je vous signale qu'il y avait ce matin dans le New York Times un extraordinaire papier de 2 pages entières qui racontait la manière dont la prise de décision a été faite entre le 11 février, première réunion entre les équipes de Netanyahou et celles de Trump, jusqu'au 26 février, le moment où il prend sa décision, alors que Kane lui dit « on ne peut pas son chef d'état-major maintenir la sécurité d'Ormuz », il balaye ça d'un revers de la main, et les autres, plutôt sceptiques, Vance, Rubio, etc., mais dans la salle, nul ne s'est dit « Président, vous ne devez pas le faire », au contraire, c'est votre décision, nous l'appliquerons. C'est fascinant de ce point de vue-là, de voir la manière dont, au fond, il a pris cette décision, il a risqué, sachant parfaitement que les 2 premiers objectifs, décapiter le gouvernement iranien et limiter l'arsenal balistique, on pouvait y parvenir. Les autres objectifs officiels, changement de régime, encouragement des manifestations, etc., il savait très bien qu'il n'y arriverait pas. Non, mais on peut se demander. Dans cet article du New York Times, il parle de ses coulisses. Et finalement, il était prévenu, Donald Trump, des conséquences sur le détroit d'Ormuz. Il a peut-être sous-estimé l'adversaire, sous-estimé l'Iran. C'est-à-dire, tout le monde sait que les forces armées américaines sont sérieuses. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils l'ont mis en garde contre certains aspects de cette politique. En revanche, donc, on peut se poser la question, c'est soit de l'irresponsabilité, parce qu'effectivement, on voit ce sont des décisions prises au doigt mouillé, soit ça signifie qu'il s'est fait manipuler par M. Netanyahou, ce qui est très probable. Il s'est fait manipuler par M. Poutine, il s'est fait manipuler il s'est laissé convaincre. Oui, c'est ça, absolument. C'est-à-dire que l'autre l'a convaincu, visiblement, qu'il y avait une excellente opportunité pour se débarrasser définitivement. Apparemment, il n'y a que les enfants qui croient aux solutions finales, mais enfin, apparemment, c'est le cas ici. C'est-à-dire pensant sérieusement qu'on pouvait régler définitivement le problème iranien. Une méconnaissance aussi totale du fonctionnement et de la manière dont a été fondée la République islamique, qui a été fondée pour résister à ce type de guerre, avec des degrés de succession. Parmi les gardiens de la Révolution, il y a 4 degrés de succession, donc on en tue un, il y en a un autre qui arrive derrière. Donc c'est vrai que toute la manière dont les choses ont été pensées, imaginées, est très surprenante, et on voit aujourd'hui quelles sont les conséquences, notamment pour la population civile iranienne, qui, je vous le rappelle, a été massacrée au mois de janvier dernier, à qui on a dit « help is on the way », à qui on a dit qu'on allait les soutenir et les aider, et aujourd'hui qui se retrouvent sous les bombes, avec beaucoup d'infrastructures civiles qui ont été détruites, et sous une répression du régime qui probablement sera encore plus forte si le... Oui, mais régime Trump, résiste. à la limite, a cru qu'il allait pouvoir refaire le coup du Venezuela. Oui, Et ça, je pense c'est une méconnaissance du régime iranien. Parce que finalement, le coup du Venezuela, Maduro a été trahi par les siens, c'était quand même un peu cousu de fil blanc. Mais ça lui a donné l'impression qu'il pourrait refaire exactement le même coup, que par ailleurs, il avait quand même un certain nombre de problèmes. L'affaire Epstein, Pam Bondi a sauté, l'ICI, Chris Neum a sauté aussi, la Cour suprême qui invalide les tarifs. Donc, il était dans une situation où, pour reprendre la citation de Foch, « Mon centre est enfoncé, mes ailes faiblissent, excellente position, j'attaque ». Et ben, c'est ce qu'il a fait. Et il attaque, et puis ça a duré 40 jours. Et là, Benjamin Barr, ce qui est intéressant, c'est que les objectifs de Benyamin Netanyahou, c'était effectivement la chute du régime. Donc, c'est comme ça qu'il a essayé de convaincre, en tout cas, Donald Trump. Et même Benyamin Netanyahou est contesté en interne, puisqu'on est un peu dans une période électorale. On va écouter le chef de l'opposition, Yair Lapid, qui reproche justement au Premier ministre israélien de ne pas avoir rempli les objectifs. On l'écoute.
Du point de vue d'Israël, ce n'est pas le résultat escompté. Le programme nucléaire représente toujours une menace. Le programme de missiles balistiques n'a pas été anéanti et nous avons remplacé un Khamenei de 86 ans par un Khamenei de 56 ans. Benjamin Barth, intéressant, parce que là, finalement, ses objectifs étaient beaucoup plus clairs, je dirais, ceux de Benjamin Netanyahou par rapport à ceux de Donald Trump. Et là, Yair Lapid lui dit, attends. Oui, alors il faut on est en pleine, voilà, on est dans un prendre contexte. un petit peu de distance par rapport aux déclarations d'Yair Lapid, parce que alors c'est vraiment extrêmement opportuniste. On est en quasi période préélectorale. Il y a des élections au plus tard à l'automne, en octobre. Et Yair Lapid est représentatif de cette opposition du centre droit qui s'est pas distinguée par ses critiques de l'opération israélo-américaine pendant les 40 jours durant lesquels elle s'est déroulée. Donc là, il saute sur l'occasion pour essayer d'affaiblir Netanyahou. C'est de bonne guerre, mais c'est quand même très fortement opportuniste. Oui, mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'ait pas évoqué le blocus du détroit d'Ormuz, parce qu'en réalité, c'est même l'aspect, je crois, le plus important. Aujourd'hui, finalement, les Iraniens, et ceci a déjà été dit, qui ne bloquaient pas le détroit d'Ormuz, eh bien aujourd'hui, ils ont une arme de destruction massive contre l'économie mondiale qui n'existait pas avant. Donc, je veux dire, c'est quelque chose, il y a dorénavant une épée de Damoclès qu'ils peuvent utiliser. Donc, si leur souhait, du point de vue iranien, c'est d'éviter qu'il y ait de nouvelles attaques sur leur pays, eh bien en tout cas maintenant ils l'ont obtenu, c'est-à-dire effectivement la menace permanente sur le blocage du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire qu'on prend en chantage l'ensemble de l'économie mondiale. Mais je crois qu'en fait dans cette guerre, ce qui était frappant, c'était de voir l'opposition entre d'un côté une équipe gouvernementale israélienne ultra doctrinaire, pour qui la chute du gouvernement, la chute du régime de Téhéran est un objectif qui est mûri, qui est nourri, qui est pensé, qui est théorisé depuis des dizaines d'années. C'est la mission de Benjamin Netanyahou. Et de l'autre côté, on a cette administration américaine extrêmement amateur, avec l'impression qu'il n'y a pas d'adulte dans la pièce, comme on dit en anglais, et ce président américain qui navigue au fil de l'eau avec très peu de cadres stratégiques bien fixes et des intérêts effectivement très évolutifs au fil des semaines de l'opération. Et on avait pu déjà constater ça en juin, en réalité, dans la guerre entre Iran et Israël en juin, quand les États-Unis sont intervenus. On voyait qu'il y avait une certaine détermination de la part des Israéliens, avec des objectifs assez clairs. Ils voulaient déjà éliminer. Oui, avec un soutien de la population qui était très très important, parce que pour les Israéliens, eh bien, l'Iran fait partie des menaces existentielles. Moi, j'ai couvert cette guerre à l'époque, et on voyait que du côté de Donald Trump, les choses étaient beaucoup moins claires, alors que du côté israélien, il y avait déjà cette volonté de faire chuter. Oui, mais alors, malgré tout, si on regarde ce qui s'est passé en juin, au lendemain de la guerre des 12 jours, Trump envoie ses super bombardiers, et le lendemain même, il décrète un cessez-le-feu. Et ce qui a pu le renforcer quand même dans son idée que les Iraniens ne bloqueraient pas Hormuz, les Iraniens n'ont pas bloqué Hormuz, et dit-on à l'époque, sous l'influence assez forte de la Chine. Puisque, si vous en souvenez, Donald Trump avait remercié Xi Jinping de son intermédiation, et lui avait même dit, ça avait fait hurler d'ailleurs, vous pourrez continuer à importer du brut iranien, on ne regardera pas la chose. Ce qui me surprend cette fois-ci, c'est que, pour l'instant, la Chine a été d'un silence absolu. Elle laisse les États-Unis s'embourber totalement, mais ils n'ont pas... Parce que la principale victime, en dehors peut-être de l'Inde pour les engrais, mais toute l'Asie du Sud-Est, qui a besoin absolument de pétrole, de gaz, etc., c'est bien la Chine. Et pour l'instant... la Chine est restée d'un mutisme absolu, n'a pas joué de l'influence qui est la sienne vis-à-vis de l'Iran, puisque pour l'instant, toutes les ressources financières de l'Iran
c'est la Chine. Mais est-ce que ça ne change pas, ça, avec les négociations prévues au Pakistan? D'abord, le Pakistan, tout d'un coup, est un médiateur majeur. C'est vrai qu'on n'entendait pas parler de ce pays. Et manifestement, la Chine serait aussi assez proche du Pakistan et peut-être impliquée dans ces nouvelles négociations. C'est-à-dire que la Chine, contrairement à l'administration Trump, a une vision longue des choses et a un minimum de culture en matière de politique internationale. Bon. Donc ça change quand même totalement la mise. Donc eux sont certainement ceux qui vont ramasser la mise. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est le premier importateur, effectivement, de pétrole de la région. Mais on a laissé passer quand même les bateaux chinois. Et ils avaient surtout des réserves stratégiques extrêmement importantes qui leur permettaient de durer. Mais ils vont apparaître, in fine, comme étant le pays favorable à la paix, qui aide justement, notamment le Pakistan, pour essayer de trouver une médiation, alors qu'en face, on aurait eu des irresponsables qui ont failli envoyer l'économie mondiale dans un fourré. Donc, si vous voulez, c'est la Chine qui va tirer les marrons du feu de cette situation. Et la Russie Non, la Russie, c'est à très court terme. C'est-à-dire, effectivement, dans la période... L'augmentation du prix du pétrole. Oui, l'augmentation du prix du pétrole. Mais si la crise se termine, les cours du brut redescendront très rapidement et on ne peut pas dire que la Russie aura profité réellement. Elle aura profité, un effet d'aubaine, si vous voulez, mais temporaire. Excellence, la crise, les cours du brut descendront rapidement. Je limiterai quand même un petit peu. C'est vrai que début de l'année, on est à $60 le baril. On est monté jusqu'à 110, 120 et même plus sur les marchés physiques. Nous l'avons dit qu'on était à 95. On n'est pas prêt de redescendre à 60. Dans le meilleur des cas, si les négociations vont jusqu'au bout, nous passerons le reste de l'année entre 80 et 90. Oui. Et de ce point de vue-là, vous avez raison. Financièrement, la Russie s'en sort très bien, même si l'Ukraine, vous l'avez vu, a intensifié toutes ses frappes sur les capacités logistiques d'exportation de pétrole russe dans les ports de la Baltique en particulier. Paradoxalement d'ailleurs, les rentrées financières de l'Iran au mois de mars sont en augmentation de 35%. C'est parce qu'il y a eu une levée de l'embargo sur le pétrole iranien par les États-Unis, n'est-ce pas? Ça a joué. Absolument. Non, mais il y avait de toute façon les bateaux qui partaient sur la Chine. Oui. Ils les ont laissés passer, ceux-là. Voilà. Non, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont levé les sanctions sur le pétrole russe et les sanctions sur le pétrole iranien qui se trouvaient flottants en dehors du Golfe. Il y a 170 millions de barils que les Iraniens stockaient au large de la Malaisie, au large de la Chine, etc. Et celui-là, il pourra être acheté, notamment l'Inde, par exemple, s'est remis à acheter un peu de pétrole iranien. Et Trump l'a fait pour que les prix, justement, ne s'envolent pas complètement. C'était ça l'objectif. Oui, faut quand même expliquer. C'est le prix de l'essence aux États-Unis, ça. Oui, non, je voulais juste ajouter que les pays de l'OPEP, vous avez dû le voir, en mai, ont décidé de rouvrir les vannes. Bon. Ouais, mais donc, effectivement... quelle vanne notamment l'Arabie Saoudite. Oui, mais d'accord, mais comme l'Arabie Saoudite, pour l'instant, ne peut pas sortir par Hormuz, elle sort de l'autre côté. Oui, mais à des niveaux bien moindres. Normalement, l'Arabie Saoudite exportait à peu près 7 millions de barils jour. Actuellement, ils arrivent à en sortir un peu moins de 5, pour l'essentiel par Yanbu. Ouais. Et hier, vous avez remarqué que il y a eu, donc après l'annonce du cessez-le-feu, il y a eu des attaques de drones iraniens sur le tuyau, donc sur le pipeline qui va de la côte du golfe Persique jusqu'à Yanbu. Donc, quelque part, l'Arabie Saoudite, dans ses revenus du mois de mars, par rapport à février, ils sont à peu près à l'étal. Ceux qui ont énormément perdu, c'est les Irakiens, les Koweïtis, les Bahreïnis. Eux, ils n'ont rien pu sortir. Et puis les Qataris pour le gaz. Alors, les Qataris pour le gaz, les Émiratis peuvent sortir un peu, puisqu'il y a un tuyau qui sort sur Fougera. Justement, vous en revenez d'ailleurs, Benjamin Barthes, de ces pays du Golfe. Vous étiez à Dubaï avant-hier ou avant... Dubaï et Oman la semaine dernière. Alors, donc vous avez vécu un peu ce démarrage de négociations vu de là-bas. Qu'en dit-on déjà? Est-ce qu'on essaye de faire en sorte que tout va mieux ou au contraire, on est plus alarmiste?
Ça a été une période extrêmement compliquée pour tous ces pays, hein. Ils ont vécu ce qui était le scénario noir, que tout le monde avait un peu en tête quand on va dans le Golfe et quand on s'intéresse aux intérêts économiques de ces pays, etc. C'est vrai qu'on voit la proximité avec les côtes iraniennes qui sont à 30-40 km. Et évidemment, tout le monde se dit, oulala, si jamais un jour cette région s'embrase, ces pays sont extrêmement vulnérables. Et on a vu tout d'un coup cette vulnérabilité s'afficher au grand jour. Alors, il y a eu des frappes sur les champs pétroliers, il y a eu des frappes sur certains actifs industriels importants. Par exemple, les usines d'aluminium au Bahreïn, qui sont extrêmement importantes pour le Bahreïn, ont été frappées. Il y a eu des frappes sur la zone, le quartier financier de Dubaï. Et donc, ça a créé un stress très, très important qui a été à peu près contrôlé par l'efficacité des défenses antiaériennes de ces pays, surtout aux Émirats arabes unis, qui ont un dispositif multicouche avec des batteries antiaériennes américaines, israéliennes, vraiment plein de systèmes de batteries de missiles, antimissiles. Et donc, à Dubaï, c'était assez étonnant. Moi, j'ai passé 4 jours là-bas. À chaque tir, à chaque arrivée de missile, votre téléphone, il y a une sirène qui surgit du téléphone. C'est une alerte extrêmement forte. Mais les gens, en fait, passé la surprise, continuent à vivre. Ils font relativement assez peu attention à ce qui se passe. Ils regardent, alors on entend un fracas plus ou moins sourd, mais la plupart des tirs sont interceptés par la défense antiaérienne. Et là, depuis justement cette annonce du cessez-le-feu de Donald Trump, il y a peut-être eu quelques tirs, mais on peut dire que c'est un peu fini sur cette zone. Là, il n'y a plus Pas de totalement. tirs iraniens, il y en a encore. Il y a eu encore des tirs, il y a eu encore des tirs hier. Aujourd'hui, j'ai pas vérifié, mais au-delà de la poursuite éventuelle de ces tirs, qui serait évidemment un très mauvais signe pour tous ces pays sont effectivement très très inquiets de se retrouver face à un régime qui sortirait par le haut de la crise, qui serait conforté par la manière dont les négociations s'emmanchent, et qui, d'une manière ou d'une autre, arriverait... Enfin, si effectivement, le scénario qui serait véritablement très, très difficile pour eux, ce serait ce système de péage et cette mainmise perpétuelle Sur le détroit d'Ormuz, sur ça Ormuz. serait une implication quand même importante sur ces pays du Golfe. Oui, non, absolument. Mais ce qui les inquiète peut-être encore plus, c'est que si malheureusement il n'y a pas d'accord et que le président Trump décide de frapper les installations électriques en Iran, on sait très bien que la réponse serait effectivement une réponse très forte des Iraniens sur toutes les installations pétrolières et gazières de la région. Donc à ce moment-là, on rentrerait dans le scénario alors le plus noir possible, avec naturellement le détroit d'Ormuz toujours bloqué. Et les usines de désalinisation. Oui, et ça irait même au-delà, c'est-à-dire effectivement même un problème humanitaire, parce que ne fût-ce que la capitale Riyad est uniquement alimentée en eau par le Golfe. Si vous avez 8 millions d'habitants qui n'ont plus d'eau du jour au lendemain, enfin, je veux dire, c'est un vrai problème. Donc c'est vraiment ça qui, à mon avis, les inquiète le plus, et c'est la raison pour laquelle ils sont en faveur d'une désescalade, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, l'Iran restera un voisin. Bien sûr, ils sont ravis que pas mal de matériel iranien ait été détruit, mais en tout cas, ils savent qu'in fine, il faudra trouver un arrangement, sinon l'ensemble de la région restera dans une atmosphère de tension qui est très mauvais pour tous leurs grands projets. Leurs grands projets sont des projets économiques où effectivement ils ont besoin d'investisseurs étrangers. Et pour toutes ces raisons-là, on voit bien, alors à part peut-être les Émirats arabes unis qui sont plus proches d'Israël et des États-Unis, mais en tout cas les autres pays clairement sont en faveur d'une désescalade. Sur les négociations, donc il démarre avec J.D. Vance à partir de samedi au Pakistan. Est-ce qu'on peut séparer, donc là on voit que manifestement on apprend par dépêche que le guide suprême est en train de s'exprimer. On a aussi la réaction d'un député du Hezbollah, donc au Liban, qui rejette des négociations entre Israël et le Liban. Donc je rappelle que Benyamin Netanyahou a dit qu'il engageait ces discussions avec le Liban qui était demandeur, puisqu'il a demandé justement à Israël de négocier directement. Et selon le site Axios, ces négociations devraient avoir lieu aux États-Unis, à Washington, la semaine prochaine, ce qui peut-être veut dire que les États-Unis sont quand même impliqués. Est-ce qu'on peut dire, Julie Dungoloff, que finalement, est-ce que c'est possible qu'il puisse y avoir d'un côté une désescalade avec des négociations entre États-Unis et Iran, et de l'autre côté une escalade, puisqu'en ce moment c'est ce qui se passe au Liban,
quel peut être l'impact? Est-ce que c'est possible en fait de séparer véritablement ce qui se passe au Liban avec ces négociations, alors que le Hezbollah, c'est tout de même le bras armé de l'Iran, et c'est parce que l'Iran a demandé au Hezbollah d'entrer en guerre contre Israël que tout d'un coup le Liban s'est retrouvé dans cette situation. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures au Liban. On va voir la manière dont répondent les autorités aussi libanaises à cette proposition de négociation avec Israël. Je rappelle que les autorités libanaises, du moins en partie, proposent ces négociations depuis maintenant plusieurs semaines. Donc c'est difficile de savoir comment les choses vont évoluer, quelle pression mettra le Hezbollah aussi sur la classe politique libanaise, sachant que le désarmement du Hezbollah fait partie des conditions qui sont posées par Israël, évidemment. Donc, difficile de prévoir ce qui va se passer. Ça pourrait faire capoter le processus de stabilité. Il est très clair que les deux dossiers sont tout à fait liés, puisqu'à partir du moment où les Iraniens disent si les Israéliens continuent au Liban, à ce moment-là, nous continuons à bloquer le détroit d'Ormuz. C'est ce qui m'a amené au début justement à dire, et c'est pas par hasard si les négociations, si elles ont lieu, se passeront à Washington, c'est vraiment une intervention visiblement américaine, parce qu'ils savent très bien que si on ne règle pas ce problème-là, si on n'arrive pas à trouver une solution au Liban, eh bien, le détroit d'Ormuz sera toujours bloqué. Donc, mais il avait dit l'inverse, monsieur l'ambassadeur. Il avait dit l'inverse, Donald Trump, il y a quelques jours. Oui, que le Liban, il ne s'en occupait pas. De toute façon, c'est pas nouveau. Oui. Donc là, tout d'un coup, les Américains se rendent compte qu'on ne peut pas séparer les deux. Ils se rendent compte que finalement, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, les milieux financiers ont quand même un certain poids et qu'aujourd'hui, ils sont un peu affolés de voir que le détroit d'Ormuz finalement est de nouveau fermé. Donc, je veux dire, c'est ça qui joue, à mon avis. Et puis, les Européens ont réagi. La France, le Royaume-Uni et l'Italie qui se sont immédiatement opposés aux frappes israéliennes. On va écouter Jean-Noël Barrot. C'était ce matin sur France Inter, ce qu'il a dit justement sur les frappes massives israéliennes au Liban. Nous condamnons fermement ces frappes massives qui, comme vous l'avez dit, en 10 minutes, ont fait plus de 250 morts, qui s'ajoutent aux 1500 victimes de ce conflit initié par le Hezbollah contre Israël le 2 mars dernier. Et ces attaques sont d'autant plus intolérables qu'elles fragilisent le cessez-le-feu temporaire qui a été trouvé hier entre les États-Unis et l'Iran. Le Liban ne doit pas être la victime expiatoire d'un gouvernement contrarié parce qu'un cessez-le-feu a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran. Et la destruction du Liban, la destruction de l'État libanais ne détruira pas le Hezbollah, au contraire, elle la renforcerait. Benjamin Barth. D'abord, il y a cette réaction des Européens, France, Italie, Royaume-Uni. Est-ce que les Européens peuvent faire plus pour aider le Liban, pour appuyer peut-être le gouvernement libanais, ou est-ce qu'on est dans une impuissance aujourd'hui ? Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir que effectivement, il y a une équation libano-iranienne dans ce moment, dans cette période un peu grise d'entre-deux dans laquelle on est. Il est évident que jusqu'à l'annonce de Benyamin Netanyahou il y a quelques minutes, on voyait bien que le gouvernement israélien cherchait à pousser à la faute l'Iran en lui imposant deux très mauvais choix, soit abandonner son allié libanais, le Hezbollah, soit renoncer à la trêve et reprendre les tirs. Alors là, il y a un changement de pied. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a présidé à cette annonce, mais ce qui est important, je pense, à garder quelque part dans un coin de nos analyses, c'est la détérioration de l'image d'Israël dans les pays occidentaux. Très récemment, il y a un sondage qui faisait état du fait qu'aux États-Unis, désormais, une majorité d'Américains sont opposés à la politique israélienne. C'est du jamais vu. Et cette majorité, évidemment, dans les rangs démocrates, elle est très importante. Donc il y a un effet d'érosion très significative de l'image d'Israël dans le monde occidental et aux États-Unis, pays qui jusqu'alors était l'allié inconditionnel de l'État hébreu. Donc c'est peut-être un paramètre qui est pris en compte par le Premier ministre israélien. Est-ce que ça pourrait faire capoter ces négociations, justement, si effectivement il y a des négociations directes entre Israël et le Liban la semaine prochaine aux États-Unis, ça favoriserait aussi le processus de négociation plus large entre J.D. Vance et la délégation iranienne? Si vous voulez, tout le monde sait que la seule personne qui peut tordre le bras de M. Netanyahou, c'est naturellement le président Trump. Bon. Et dans cette affaire-là, clairement, M. Netanyahou n'était pas content de l'accord qui lui a été imposé sur l'Iran, et donc il a utilisé le Liban pour torpiller l'accord.
Cela étant, le président Trump, de son côté, se rend compte qu'effectivement, les deux dossiers sont liés et que s'il ne fait pas quelque chose, eh bien, à ce moment-là, effectivement, le détroit d'Ormuz est bloqué et à ce moment-là, il reçoit les mêmes pressions des milieux d'affaires, les seuls qui l'écoutent, qui lui disent, écoutez, vous n'avez obtenu aucun résultat finalement. Bon, donc c'est ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que c'est un joint-team du président Trump qui fait pression pour qu'il y ait justement qu'on essaie de trouver une solution sur l'affaire libanaise afin de débloquer le détroit d'Ormuz. Avec donc le Hezbollah là, qui effectivement rejette ces négociations directes avec Israël. Hein, on s'y attend, mais ça va rendre, ça va être compliqué a priori oui, mais enfin, pour le gouvernement libanais. Peut le faire. Déjà, les membres du Hezbollah ne participent plus au gouvernement pour le moment déjà. Donc, si vous voulez, je crois que ils ont demandé d'ailleurs à ce qu'il n'y ait aucune arme à Beyrouth, justement pour éviter. Mais je ne crois pas qu'ils puissent s'opposer à ces négociations réellement. Au risque vous paraître très optimiste, je pense quand même que je pense que ces négociations pourront aboutir parce que Trump n'a pas d'autre solution. D'une manière ou d'une autre... Les négociations avec l'Iran. Il faut qu'il s'en sorte. Parce qu'il y a les midterms, parce qu'il a une opinion publique. Il envoie qui à Islamabad? J.D. Vance. C'est vrai que c'est intéressant. Alors Vance est un horrible personnage qui est un exécuteur des basses œuvres. Il vient de faire ça à Budapest de manière lamentable. Mais Vance, il a toujours été anti-guerre. Dans les prises de décision, il a toujours dit ce n'est pas mon idée, c'est la vôtre. Je laisse. D'après le New York Times, c'est ce qu'il a dit même le jour de la décision de Trump d'entrer en guerre. Witkoff et Kushner sont aussi des réalistes. C'est plutôt des adultes, quand même, un peu. Ils ne sont pas des professionnels de la diplomatie. Ils ne sont pas des professionnels de la diplomatie. Quand même. C'est pas vraiment des ados tels que, except par exemple, le secrétaire à la guerre. Il n'est pas non plus un professionnel. Voilà. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il trouve une solution. Quand même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a accepté de discuter sur le plan à 10 points de l'Iran. Il n'y a pas un seul point qui était tolérable il y a seulement 15 jours, 3 semaines. Donc, quelque part, il ne reprendra pas. Quand vous disiez il pourrait refrapper les centrales thermiques, etc., il le fera. Et l'île de Karg, le commando. L'île de Karg, ce serait peut-être autre chose. Mais les cibles civiles, vous avez vu toute la polémique d'ailleurs sur les crimes de guerre. Et il ne peut pas ne pas en tenir compte. Et je suis d'accord avec vous, il est complètement fou, il écoute Wall Street, il est assez pragmatique, il est capable de changer totalement d'opinion et il se débrouillera à dire que de toute façon, grâce à lui, la situation est clarifiée, mais ça m'étonnerait qu'il revienne en arrière. Donc les négociations, vous pensez, vous, qu'elles peuvent aboutir? Allez. La clé de l'équation, Benjamin Barthes, je fais un tour de table, il nous reste Bertrand 1 minute. disait, c'est sa capacité à faire entendre raison à Benyamin Netanyahou, qui lui ne va sûrement pas renoncer à son objectif de long terme, qui est l'affaiblissement, le démantèlement du régime iranien et le démantèlement du programme nucléaire de manière radicale. Donc, comment cette volonté de Trump de prendre en compte les enjeux politiques, les midterms, comment ça va jouer avec la volonté de faire de Netanyahou, qui est prêt à quelques petits accommodements peut-être, mais pas renoncer à son objectif iranien. Julie, ça c'est la grande question. Un mot de conclusion, là je fais un petit tour de table. Évidemment, il faut tenir compte de l'opinion publique américaine qui est en train de s'éroder sur ces questions. Il y a beaucoup de gens qui faisaient partie de l'électorat MAGA pur et dur et qui aujourd'hui disent ouvertement face caméra qu'ils regrettent leur vote, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne soutiennent pas cette guerre. Et Trump, il l'entend. Trump, il aime pas perdre. Et les midterms sont en novembre. Et on voit que cette guerre qui est supposée être très courte selon les mots et les termes de Donald Trump dure maintenant depuis 40 jours. Et donc, par conséquent, Trump doit probablement trouver une issue qui lui permettra de dire qu'il a gagné. Non, je crois qu'on est tous d'accord. Et en tout cas, il y a un autre aspect, s'il ne faut pas oublier, Trump tient absolument à apparaître comme un faiseur de paix. Et donc, pour le moment, jusqu'à présent, il n'en a réussi aucun. Mais là, il a peut-être une occasion, justement, de pouvoir imposer une solution. Ça sera compliqué. Hein. Merci beaucoup, Bertrand Besancenot, Philippe Chelmin, Julie Dungeloff. Merci beaucoup, Benjamin Barthes. Merci à vous tous. Merci en régie. Et on se retrouve lundi.
Dans mon émission Aux quatre coins de l'Europe, je vous emmène à travers l'Union européenne. Mais cette fois-ci, c'est à vous, les jeunes, de nous embarquer. Alors à vos smartphones, tablettes et autres caméras, venez participer à notre grand jeu vidéo, des vidéos de 1 à 4 minutes en français ou en anglais, sur 2 thématiques. Les fake news concernant le Parlement européen ou encore la cohésion à travers l'Europe. Alors inscrivez-vous vite sur notre plateforme et surtout envoyez vos vidéos avant le 4 mai. Les 6 gagnants verront leurs vidéos diffusées dans Aux quatre coins de l'Europe sur France 24. Habiter dans ce territoire signifiait se trouver dans la dernière barrière avant le rideau de fer. Il y avait une peur concrète, réelle, effective d'une invasion de la part des pays communistes du pacte de Varsovie. En pleine guerre froide, une stratégie anticommuniste américaine s'impose en Europe dans l'ombre. Un ami proche m'a parlé d'une organisation qui formait des personnes pour certaines missions au service de l'Italie. Il m'a demandé si cela pouvait m'intéresser. Je lui ai répondu absolument oui. Plusieurs décennies après, beaucoup de questions sur l'opération Gladio demeurent sans réponse. Billet retour, Gladio, l'armée secrète, un reportage à voir sur France 24.